Et on prend tout de suite la direction du Pentagone pour écouter la conférence de presse, le point presse de Pete Hegseth. On l'écoute. Distincte du Führer Epic Fury, le projet Freedom, Liberté, est plus focalisé et provisoire. Il y a une mission de protéger les navires commerciaux de l'agression iranienne. Les forces américaines n'auront pas besoin de rentrer dans les eaux territoriales de l'Iran, ce n'est pas nécessaire. Nous ne cherchons pas la guerre ou la bataille, mais il n'est pas admissible qu'ils bloquent le commerce international. L'Iran est l'agresseur ici. Ils sont en train d'agresser, d'harceler des navires de toutes les nationalités, sans aucune discrimination. Et ils sont en train de créer quelque chose pour eux, mais pendant trop longtemps, ils ont harcelé des pétroliers et des navires de toutes les nationalités. L'Iran est en train d'essayer de créer un chantage international. C'est un plan inadmissible. Et cela va se terminer avec cette opération Freedom, Liberté. 2 navires et des destroyers américains ont déjà passé le détroit d'Ormuz pour démontrer que la voie est ouverte. Nous savons que les Iraniens sont embarrassés, sont dérangés par ce fait. Ils disent qu'ils contrôlent le détroit, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Donc, les navires américains ont frayé le chemin pour les autres navires, comme les Américains l'ont toujours fait et le font toujours. Et maintenant, il y a des centaines d'autres navires de tous les pays du monde qui sont en train d'attendre pour passer. Le CENTCOM, avec les nations et les pays partenaires, vont permettre à des centaines de navires de passer. Tous ces navires de tout le monde entier vont sortir du piège iranien dans lequel ils ont été piégés pendant longtemps. C'est un cadeau des États-Unis au monde et nous avons créé une dôme rouge, bleue et blanche avec une protection militaire de navires et d'avions pour assurer que les navires pacifiques peuvent passer. Le blocus reste toujours pour les navires iraniens. Il y a 6 navires iraniens qui ont essayé de s'échapper, mais ils ont tous été donc détournés. Il ne s'agit pas seulement d'une stratégie, c'est aussi une question humanitaire, parce qu'en brisant le blocus iranien, qui est illégal, nous permettons les navires du monde entier de voyager. Et les États-Unis utilisent sa force pour sauver le monde, tandis que l'Iran était en train d'essayer de contrôler le monde. Je veux dire aux forces iraniennes restantes, si vous essayez d'attaquer les navires commerciaux, vous aurez à faire face à toute la puissance militaire américaine. Nous préférons que ce soit une opération pacifique, mais nous sommes parfaitement prêts à protéger nos bateaux et nos avions sans aucune hésitation. L'Iran doit laisser passer les navires innocents, et parce que ces eaux internationales appartiennent à tout le monde et non pas seulement à l'Iran, et ils n'ont pas le droit d'imposer des péages ou des blocus. À tous nos autres partenaires dans le monde, il s'agit de comprendre, il faut comprendre que c'est une mission provisoire, temporaire. Le monde a besoin de ces voies maritimes beaucoup plus que nous n'en avons besoin. Nous voulons que les navires commerciaux puissent naviguer librement, mais nous attendons à ce que le monde se joigne à cette opération. Aux Américains qui sont en train de faire ce travail incroyable, je veux vous dire merci. Votre professionnalisme, votre précision, votre bravoure permettent au monde de respirer plus librement. Vous êtes et vous serez toujours la force combattante la plus grande de l'histoire. Comme toujours, le projet Liberté est en cours, le commerce va être libre et les États-Unis œuvrent à nouveau pour le bénéfice du monde tout entier. C'est notre volonté qui est indéfectible. Que Dieu
que Dieu bénisse nos forces et les États-Unis. Merci. Bonjour à tous. Dimanche, sous les ordres du président, le CENTCOM a lancé l'opération Liberté pour assurer la navigation libre de tous les bateaux dans le détroit d'Ormuz. Pendant ces quelques dernières semaines, l'Iran a attaqué les bateaux commerciaux et a essayé de bloquer et d'endommager l'économie mondiale en obstruant tous les chemins maritimes et dans lesquels 20% du commerce mondial passe. Ils n'ont pas le droit de le faire. Le régime mené par les gardiens de la Révolution est en train d'essayer de tenir en otage l'économie mondiale. Je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant les quelques dernières journées. Comme le secrétaire l'a dit, les États-Unis ont lancé l'opération Liberté pour libérer le détroit d'Ormuz. Vous pouvez voir ici ce qu'ont fait les Iraniens contre la région en vert et en bleu. Vous pouvez voir les groupements de navires commerciaux et de pétroliers. Les États-Unis ont établi une présence significative dans cette région pour ouvrir le flux libre des navires commerciaux, même si le blocus continue du côté est. Vous pouvez voir sur cette carte les attaques iraniennes contre les bateaux commerciaux dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe d'Oman et aussi dans le golfe d'Arabie. Depuis cela, des bateaux ont été attaqués 9 fois et 2 pétroliers ont été saisis. Et ils ont attaqué plus de 9 navires américains. Tout cela ne suffisait pas pour lancer un combat armé, mais c'était suffisamment pour harceler. Vous pouvez voir aussi tout ce qui se passe. Donc, comme je l'ai dit, ces attaques aveugles de l'Iran ont bloqué plus de 22 000 marins dans la région et un très grand nombre de navires commerciaux qui sont piégés dans le Golfe et qui ne peuvent pas passer, ne peuvent pas sortir. L'Iran aussi continue à attaquer ses voisins. Hier, pas plus tard qu'hier, ils ont attaqué l'Oman et cela comprend aussi une attaque sur un terminal pétrolier qui a été détourné. Ils utilisent aussi la flotte de moustiques contre les navires et nous avons réussi avec nos navires et nos hélicoptères d'éliminer ces menaces. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Je veux décrire cette opération défensive. Comme il a été mentionné, le projet Liberté est censé protéger les navires commerciaux et permettre à rétablir la navigation libre dans la région. Le CENTCOM a établi et a lancé une zone de sécurité dans la partie sud du détroit qui est à présent protégés par des forces navales et aériennes américaines pour déjouer toute autre tentative iranienne. J'aimerais vous parler des capacités opérationnelles américaines, mais je ne peux pas rentrer dans les détails précis à cause de la confidentialité. Mais il y a des destroyers et d'autres systèmes qui éliminent les menaces américaines. Il s'agit des vedettes rapides et des drones. Dans l'air, nous avons plus de 100 avions de chasse et d'autres avions qui sont habités ou inhabités, qui patrouillent les airs 24 heures sur 24 pour permettre une protection renforcée de cette zone. Ces forces comprennent plus de 15 000 Américains, des soldats américains, et nous avons créé un contrôle aérien et naval local pour protéger contre les agressions iraniennes. Les bateaux qui passent dans cette zone vont voir et vont sentir la force américaine à la mer, dans l'air et ailleurs. Depuis ce matin, comme cela a déjà été mentionné, il y a 2 bateaux américains qui ont réussi à passer. Nous nous attendons à en voir davantage dans les jours qui viennent. Et en dehors du Golfe, les forces américaines continuent à travailler pour éliminer et identifier toutes les autres menaces.
tout le CENTCOM reste prêt à engager le combat si l'ordre est reçu. Il ne faut pas prendre ce manque d'activité actuelle pour une faiblesse. Ne faites pas cette erreur. Nous sommes parfaitement prêts à reprendre les combats. J'aimerais aussi parler de nos forces interarmées. Aujourd'hui, j'aimerais parler des parachutistes de l'armée américaine, de la 92e brigade aéroportée. Eh bien, il s'agit de cette division, la All-American, qui se présente partout. La 82e division est toujours prête à être déployée en quelques heures partout dans le monde. Ces parachutistes sont capables de faire toute mission. Ils sont en train de s'entraîner à permanence. Ils sont prêts toujours à sauter d'un navire ou d'un avion même pour skier, comme on l'a déjà fait en Normandie et en Sicile pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont prêts à être déployés et à atteindre tous les théâtres opérationnels, comme on l'a fait au Panama, au Canada. Ils peuvent faire le contre-terrorisme, ils peuvent faire la projection de pouvoir et de puissance, comme ils l'ont fait plusieurs fois pendant l'histoire. Ils peuvent faire tout cela parce qu'ils sont très bien entraînés. Ils sont très bien munis d'équipements et aussi, surtout, parce qu'ils ont cet esprit incroyable américain des paratroopers, des parachutistes américains. Il s'agit de volontaires qui se sont portés volontaires à servir leur nation et à servir le monde, mais il s'agit non pas seulement d'une structure militaire qu'on utilise. Par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de coordonner et de synchroniser les opérations navales, maritimes, spatiales et autres. Ils utilisent des réseaux tactiques avec l'IA pour permettre de synchroniser les opérations et ils font tout cela de façon extrêmement efficace pour soutenir et appuyer le projet Liberté dont je viens de parler. L'innovation technique nous permet à ces combattants sur le terrain de savoir, de comprendre et d'identifier ce qui se passe autour d'eux et d'analyser les risques et de prendre les décisions intelligentes pour réagir avec un courage, une ténacité et une force incroyable. Ils sont engagés à 100% et chaque fois qu'on fait appel à eux, ils sont prêts pour dire présent. Et finalement, avant de terminer, j'aimerais quand même parler des soldats qui sont morts. Aujourd'hui, nous nous rappelons du sergent William Rivers, qui est le spécialiste Brianna Moffitt et Kennedy Sanders de la compagnie d'ingénierie 718 du Georgia, de la Géorgie. Ils ont été tués en 2024 dans une attaque de proxys iraniens. Nous continuons à porter leurs souvenirs et nous rappelons de leurs familles et de leurs noms. Et le secrétaire et moi-même sommes très reconnaissants à tous les soldats qui font ce travail incroyable pour notre nation. Je vous redonne la parole. Bien, nous allons prendre quelques questions. Merci. Alors, est-ce que vous pensez, Monsieur le Secrétaire, que ce qui reste de cette flotte de moustiques, de petites vedettes, est seulement une petite menace ou est-ce que c'est une véritable grande menace? Et que pouvez-vous nous dire de la stratégie? Eh bien, d'abord, toutes les menaces sont prises sérieusement et comme on a pris très sérieusement et on s'est occupé de ces petites menaces avant qu'il y ait une véritable grande menace sur les navires américains. Ce sont des petites embarcations, c'est tout ce qu'ils ont, c'est tout ce qui reste de leur force marine, force navale. Et c'est très limité, mais bien entendu, on prend cette menace très sérieusement et on va agir très rapidement. On ne va pas permettre que cette menace grandisse. Et comme on l'a vu ce matin, la stratégie, c'est de rester vraiment focalisé comme un laser. L'opération Liberté, c'est vraiment une opération séparée que nous allons, c'est un cadeau que nous allons offrir au monde et tout qui va peut-être aussi faire partie de cette opération, mais comme toujours, c'est la leadership américaine qui a ce besoin de permettre la navigation libre, de créer une
bulle de protection et on espère que le monde répondra présent lui aussi parce que c'est beaucoup plus important pour le reste du monde que ça l'est pour nous. Donc, je pense que c'est ça la focalisation que nous avons ici. Alors, je voulais vous demander si ces vedettes rapides sont identifiées. Est-ce qu'ils ont un certain type d'armement? Est-ce que c'est des AK-47 ou d'autres armes? Et est-ce qu'il y a une façon de faire une distinction entre les gardiens de la Révolution et l'Iran? Qui est-ce qui fait ces attaques? Comment est-ce qu'on peut s'occuper de cette menace sans briser le cessez-le-feu? Eh bien, aujourd'hui, c'est très simple. Il faut se protéger, se défendre contre tout ce qui essaie de s'approcher de nos navires. Alors, ils ne sont pas très significatifs. Ils ont des petites mitrailleuses. Il y a aussi, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'armes. Au début, ce n'était pas très clair, mais nos destroyers ont réussi à donc faire face à cette menace très facilement. Et il y a quelques actions que les gardiens de la Révolution font parfois en dehors de ce que les négociateurs iraniens souhaiteraient voir peut-être, mais ils essaient de créer des conditions pour un accord. J'en ai déjà parlé, mais cela se passe en temps réel. L'Iran a la capacité d'atteindre cet accord, mais ce qu'on voit aujourd'hui avec l'opération ou le projet Liberté, en fait, ils voient que notre blocus continue à fonctionner et nos bateaux et les bateaux du monde, on va leur permettre de passer. Leurs bateaux à eux ne passent pas. Et tout le monde sait qui est en train de le faire. Ce n'est pas nous, c'est l'Iran qui est l'agresseur ici. Et c'est un grand problème pour eux. Et je pense qu'ils finiront par arriver à un accord. Alors, j'ai une question au général Kane. Vous avez dit que les attaques de l'Iran n'ont pas passé le seuil d'une grande recrudescence, d'un relancement de la guerre. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler des rapports qu'on a entendus sur les dauphins kamikazes? Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire... attendez, je vais commencer par le seuil. Il s'agit d'une décision qui a été prise au-delà de mon grade, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on pense que l'Iran est en train d'essayer désespérément de faire quelque chose qui ne soit pas trop agressif. Donc, pour ne pas déclencher toute une autre guerre, je pense qu'ils sont en train d'essayer de contrôler, de baisser, d'atténuer un peu les efforts. Mais de toute façon, c'est un niveau assez bas pour l'instant. Alors, je ne peux pas dire ou confirmer ou réfuter que nous n'avons pas de dauphins kamikazes, mais je peux vous confirmer qu'eux, ils n'en ont pas. Et en ce qui concerne les mines, eh bien, c'est le monde qui devra s'en occuper. Mais aujourd'hui, nous assurons un passage safe, un passage sûr pour les navires du monde. Alors, pendant les dernières 24 heures, j'aimerais bien, est-ce qu'il y a eu des altercations? Est-ce que le cessez-le-feu est terminé? Alors non, le cessez-le-feu n'est pas terminé. C'est un projet séparé, notre projet maintenant, dont on parle maintenant. Il va y avoir quelques problèmes au début, on s'y attendait. On va se défendre de façon très agressive. L'Iran le sait. Et de toute façon, c'est le président qui décidera s'il y a une escalade et une véritable violation du cessez-le-feu. Mais je pense que l'Iran doit être très prudent et rester sous le seuil. On parle du détroit, on parle des chemins maritimes internationaux et du commerce libre, tout ce qui s'est passé auparavant. Et l'Iran est en train de menacer tout cela. Donc aujourd'hui, le cessez-le-feu est toujours en vigueur, mais il faut être prudent et attentif. Alors, merci, Monsieur le Secrétaire. D'abord, j'aimerais exprimer mes remerciements et ma reconnaissance pour tout ce que vous faites pour les forces armées et aussi pour tout ce qui a été atteint lors de l'opération Fureur épique. Parfois, on n'en parle pas suffisamment, mais ces accomplissements, ces acquis ne reflètent pas suffisamment un problème dont j'aimerais vous poser une question. Pendant le premier jour de ce conflit, le président Trump a parlé, s'est adressé au peuple iranien et il a dit quand on aura terminé, vous pouvez prendre le gouvernement, ça sera à vous de le faire. Et maintenant,
Et après quelques jours, le président a dit sur Social Truth, il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, ou Truth Social, pardon, il n'y aura pas d'accord avec l'Iran jusqu'à ce que l'Iran ne capitule pas sans condition. Eh bien, que pouvez-vous nous en dire et quand le président a-t-il décidé de baisser ses demandes donc de reddition sans condition? Alors, James, le président n'a pas baissé ses demandes, absolument pas. C'est lui qui tient toutes les cartes en main. C'est nous qui avons l'avantage et cette nouvelle opération le démontre. Nous nous assurons que tout accord tout accord comprendra toujours le fait que l'Iran ne possédera jamais d'armes nucléaires et si le peuple iranien décide de se soulever et d'en profiter, ils peuvent le faire maintenant, ils peuvent le faire plus tard, c'est à eux de le faire. Et il faut être très très clair, nous n'allons pas passer dans un projet de création d'État. Non, ce n'est pas notre rôle. J'espère que le peuple iranien va prendre avantage, va profiter de tous nos efforts, parce qu'il y a 25 000 Iraniens ou 35 000 Iraniens qui ont été tués, des Iraniens innocents. C'est ça ce qu'ils font. Ils tuent leurs propres citoyens innocents. Donc, ça sera un grand défi. J'espère qu'ils vont en tirer profit. Merci, Monsieur le Secrétaire. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous les informations sur le bateau sud-coréen qui a été touché par l'Iran? Et est-ce qu'il y a des indications qu'il y a d'autres pays qui vont se joindre au projet Freedom, au projet Liberté? Eh bien, je l'espère. Nous avons été en contact avec plusieurs pays et je pense que cela démontre vraiment ce tir à l'aveuglette que l'Iran fait sur tous les autres navires. J'espère que l'Australie et l'Europe et les autres pays vont aussi donc se joindre. Le président a été très clair sur son message sur Truth Social. Il a dit « c'est vos navires, c'est à vous de vous joindre à cet effort ». Alors, en ce qui concerne les reports de renseignements qu'on a entendus récemment sur le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de changement en ce qui concerne les armes nucléaires, ou pas les armes nucléaires, mais les munitions iraniennes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé ce blocus avant? Et finalement, combien de navires pourront passer à Hormuz aujourd'hui et dans les jours qui viennent? Alors, on ne parle pas des renseignements. Il ne faudrait pas parler. Je ne peux pas confirmer ou dire quoi que ce soit sur ce que vous dites. Et pour moi, il s'agit de spéculations qui viennent de votre part. Mais je peux vous dire que dans l'opération Marteau de Minuit, on a certainement détruit ses capacités. Et depuis la guerre des 12 jours, le président a été capable d'identifier ce menace. Et oui, il continue à essayer d'obtenir l'arme nucléaire, bien sûr. Ils veulent avoir la bombe et ils veulent créer une couverture de tellement de missiles qui ne permettra à personne de les menacer. C'est comme la Corée du Nord. On crée un barrage de protection et sous cette protection, on essaie de développer un programme nucléaire. Le président Trump a dit qu'il faut se débarrasser de ses capacités conventionnelles et en ce qui concerne la poussière nucléaire, eh bien, on la surveille 24 heures sur 24 et je vous assure que l'Iran choisira un accord dans lequel ils laisseront tomber toutes ses ambitions et sinon, il faudra agir d'autre façon. Le président Trump l'a dit très clairement, il les a détournés, il les a vraiment, il s'est occupé de cette menace pendant Marteau de Minuit et finalement, le résultat sera qu'ils n'auront pas et n'auront jamais d'armes nucléaires. Alors, le CENTCOM a parlé des premiers bateaux qui ont passé et c'est une décision que le président a prise. Voilà, donc on ne sait pas encore exactement. Alors, vendredi, le président Trump a dit que ça a commencé le 28 février et il y avait donc le deadline de 60 jours. Eh bien,
Est-ce qu'on va essayer d'obtenir l'accord du Congrès pour toute autre action militaire si le cessez-le-feu se brise? Alors, comme vous l'avez dit, on avait dit que quand il y a un cessez-le-feu, le compteur s'arrête. Et s'il y a une reprise des opérations, ça sera à eux de voir. Et le président décidera. Nous avons aujourd'hui plus de capacités pour relancer des opérations majeures si c'est nécessaire, si l'Iran n'est pas d'accord pour arriver à un accord ou pour atténuer ses ambitions. Non, eh bien, nous sommes parfaitement prêts. Nous avons le doigt sur la gâchette. On ne va pas forcément aller là-bas, mais l'admiral Cooper nous dit qu'on est parfaitement prêt à le faire. Alors, le Premier ministre israélien a récemment dit qu'ils ont l'intention de continuer. Benyamin l'a dit sur Twitter. Il a dit que les objectifs d'Israël ne sont pas terminés avant que le gouvernement iranien se sera effondré. Et donc, et d'un autre côté, les États-Unis sont en train de créer un cessez-le-feu et d'essayer d'atteindre une paix. Et bien entendu, on espère qu'on arrive à atteindre une paix, mais les Israéliens ont dit très clairement qu'ils ont l'intention, même s'il y a la paix, de continuer à se battre. Donc, comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce que vous en pensez? Et si Netanyahou arrive à faire quelque chose de ce genre et il continue à bombarder le Liban... Oui, alors, attendez. D'abord, déjà, c'est comme vous êtes en train de dire, en fait, que que le président Trump est en train d'être manipulé par Netanyahou, mais non, ce n'est pas du tout cela. En fait, ce qui mène l'opinion du président, c'est sa conviction que l'Amérique vient en premier. Et c'est vrai que parfois, les intérêts israéliens sont un peu différents, mais il y a une personne qui est au volant, Epic Fury ou Liberté, et cette personne qui est au volant, c'est le président Trump. Nous comprenons les intérêts israéliens, nous savons parfaitement que parfois ils ont des souhaits qui sont un peu différents, mais de toute façon, c'est le président qui décide. Merci beaucoup. Voilà, Pete Hegseth qui a quand même écourté cette conférence de presse sur cette question qui était toutefois légitime. Il y a des questions intéressantes qui ont été posées là sur la fin, notamment le fait de vouloir faire la paix avec un régime qu'on avait promis de renverser. Et puis cette dernière question là, qui a été posée, alors on ne sait pas par qui, mais qui interrogeait le ministre de la Défense sur la manipulation potentielle des Israéliens. En tout cas, on sait que les Américains ont cédé aux appels du pied des Israéliens en lançant cette opération. Les Iraniens mettent en garde contre le risque de bourbier. Et aujourd'hui, Pete Hegseth était censé faire le point sur cette opération Liberté, donc initiée hier dans le détroit d'Ormuz pour débloquer le passage hautement stratégique. Et à l'entendre, on a le sentiment que l'Amérique de Donald Trump, et que Trump lui-même, parce qu'il a régulièrement remis en avant le fait du prince, le fait de Donald Trump, qui présente presque en sauveur du monde. L'Amérique aujourd'hui libère ce détroit alors que c'est absolument pas dans l'intérêt des Américains. Nous, tout va bien pour nous, on est en train d'aider le monde. Et d'ailleurs, il appelle la communauté internationale à venir prêter main forte toujours. Il y a toujours cet appel qui est formulé là aujourd'hui. Vous avez tout dit. Oui, c'est important parce que vous voyez, tout à l'heure, on se posait la question de savoir pourquoi il y avait cette attitude américaine à la fois d'atermoiement, de revirement. Pourquoi il y avait cette opération, justement, le projet Freedom, Liberté? Parce que ça a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est, comme vous venez de le dire, d'essayer de récupérer l'aide, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça peut être une aide militaire au sens d'un appoint militaire dans le détroit d'Ormuz pour les Américains, de la part d'autres pays, notamment européens. Et c'est une manière de dire aussi, vous considérez que cette affaire ne vous concerne pas, regardez bien sûr l'approvisionnement en pétrole et regardez ce que nous faisons, comme vous venez de le citer, ce que nous faisons pour vous. Hegseth a dit à plusieurs reprises, il s'agit d'un cadeau que nous faisons au reste du monde. Autrement dit, ce cadeau qui doit donc libérer les voies maritimes, c'est vrai que les Américains en sont moins dépendants parce qu'ils ont une autosuffisance énergétique, mais en même temps, par le biais du ricochet, c'est-à-dire que ce que provoque la hausse du pétrole, des carburants, ça se propage dans tous les secteurs de l'économie. Ils n'en sont pas donc complètement à l'abri, mais l'idée est bien de faire diversion, c'est-à-dire
vous voyez, ce qu'a dit Hegseth ce sont deux choses séparées. À plusieurs reprises, il a martelé cet argument, disant l'affaire Project Freedom, c'est pour donc aider le monde entier, et ça prouve en quelque sorte notre générosité. Mais ça fait diversion aussi. C'est-à-dire que la vraie question, celle que nous soulignons régulièrement sur nos antennes, les questions d'équilibre au Moyen-Orient, les questions, celle qui a été posée à la fin sur les objectifs d'Israël, la question du régime des mollahs, tout ça n'était pas posé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette conférence de presse, nous avons réagi tous les deux de la même manière quand une question a été posée par un journaliste qui était particulièrement, on va dire, onctueux, patelin et obséquieux vis-à-vis de Pete Hegseth. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est? En réalité, ce journaliste a posé la question de savoir si Donald Trump n'avait pas revu à la baisse ses objectifs. Puisqu'effectivement, au départ, il était question du programme nucléaire et du régime des mollahs. Or, le programme nucléaire, même si le secrétaire en parle, il n'est même pas mentionné dans un plan que soumettent les Iraniens aux Américains. Et le renversement du régime des mollahs, c'est aujourd'hui, si vous voulez le faire, vous, Iraniens, vous pouvez le faire. En quoi les Iraniens seraient-ils amenés à pouvoir se rebeller ou se révolter dans la mesure où le régime tient toujours? Et j'ajoute sur ce point-là que l'ambiguïté des Américains est extrême dans la mesure où ce jeu, appelons-le comme ça, c'est pas très joli, mais ce jeu diplomatique est en creux une légitimation du régime des mollahs, quel qu'il soit, que ce soit de nouveaux mollahs. Et vous allez voir que dans quelques temps, peut-être, vous aurez l'administration américaine qui nous dira, à l'instar de ce qu'elle avait dit en Afghanistan, nous avons trouvé des mollahs bons, des mollahs light, des mollahs aux dents limées. Et c'est à ce genre de choses que prépare ce type de discours. Ce qui était intéressant, c'est de voir que les questions, en l'occurrence, n'avaient l'air de rien au départ et étaient assez bien dirigées dans ce sens-là. Donc la démonstration de Hegseth, d'ailleurs vous l'avez vu sur les dernières questions, c'était le président décide. Au fond, je ne peux pas vous en dire plus. Mais l'idée principale qu'il a défendue, c'est que l'opération Liberté, c'est une opération séparée. Donc ne vous occupez pas des autres buts de guerre supposés, visons la libération du détroit d'Ormuz, et nous le faisons en faisant un cadeau au monde. Donc, évidemment, quand on fait un cadeau, on attend, quand Trump fait un cadeau, il en attend un cadeau en retour ou une participation en retour. Voilà, un cadeau qui menace quand même, et c'est bon de le rappeler, de faire voler en éclats cette trêve qui est déjà très précaire. On n'a pas l'impression que ça avance, même si quand même en coulisses, il y a des négociations qui se poursuivent. Emmanuel Macron a dit tout à l'heure qu'il allait s'entretenir avec le président iranien ce soir. On ne doute pas que de toutes parts, chacun essaye de convaincre les uns et les autres. Il parlait à qui aujourd'hui, Pete Hegseth? Parce que c'est la première fois qu'il réapparaît, le ministre américain de la Défense, depuis cette audition parlementaire qui avait lieu il y a une semaine, mercredi dernier, devant les parlementaires américains. Il s'est retrouvé sous le feu des critiques des parlementaires démocrates, mais pas que. Il y a aussi des républicains qui l'ont interrogé sur la stratégie de Donald Trump. Quelle est la stratégie des Américains aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? Droit dans le mur, alors que ce chiffre a été communiqué. Cette guerre a déjà coûté 25 milliards de dollars. C'est ça qu'ils voient les Américains aujourd'hui. Oui, et le questionnement est évidemment légitime dans la mesure où c'est même l'aveu de Pete Hegseth à propos de cette opération. Il dit, au fond, nous ne sommes pas directement concernés. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais on pourrait lui dire, à ce moment-là, si les intérêts américains ne sont pas directement concernés, quel est l'intérêt des Américains à poursuivre ce type d'opération? Et le questionnement des parlementaires américains est d'autant plus important qu'au fond, vous avez... Et ça, c'est une dimension de la théorie de l'administration américaine et de Donald Trump. L'idée, c'est qu'au fond, par exemple, les Européens ne sont pas, comme on l'a considéré pendant longtemps, des défenseurs des droits américains, mais simplement des gêneurs qui coûtent beaucoup, qui sont des piques-assiettes, qui sont en quelque sorte non seulement des empêcheurs de tourner en rond quand ils ont des réserves éthiques, mais en plus de ça, ils ne nous défendent pas. Et là, on est sorti, si vous voulez, de cette idée pendant des décennies, qui était presque un axiome de la relation entre les États-Unis et l'Europe, entre autres, c'est qu'il y avait au fond un échange d'intérêts. Or là, de l'aveu même des membres les plus éminents de l'administration américaine, il n'y a pas, ou on ne peut pas dire qu'il y ait échange d'intérêts, sauf si on arrive à attirer les Européens, par exemple, dans le soutien à ce type d'opération. Et ce type d'opération a pour but, entre autres,
d'essayer de justifier, y compris aux yeux des Américains, c'est pour ça que je réponds de la sorte à votre question, une action qui apparaît comme découplée même des intérêts américains. Donc il faut, pour le coup, regrouper la chose, montrer que les États-Unis ont une vision globale du bienfait et des bienfaits à apporter au monde, et de la sorte, alors tout ça évidemment ça mérite d'être discuté, mais de la sorte pouvoir vendre ce paquet, ce paquet d'actions de manière plus probante et plus convaincante. Alors que l'administration, il faut le rappeler, est de plus en plus accusée de mentir au peuple américain face à l'absence de stratégie, parce que ce conflit qui était censé s'achever en une fraction de seconde, et Pete Hegseth, la première fois qu'il est apparu sur nos écrans pour faire un point presse au tout début du conflit, promettait la fin de la guerre à la fin de quelques jours de la semaine. On voit qu'on n'y est pas du tout. Un dernier mot, il est le premier de cette administration à parler aujourd'hui, et ça va s'enchaîner. On dit que Trump va parler lui aussi d'ici la fin d'après-midi. Puis Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine. Comment est-ce qu'il faut le voir là, tout ça, cette accélération dans les prises de parole? On sait qu'ils ont l'habitude de communiquer, mais trois hauts membres de l'administration américaine en une seule journée, ça fait beaucoup quand même. Alors ça fait beaucoup, avec quelque chose qui, moi, m'intrigue, c'est le fait que Marco Rubio parle après Donald Trump. Il y a quelque chose, quelque chose d'étonnant dans la mesure où on pourrait penser que Donald Trump viendrait en quelque sorte chapeauter et faire la synthèse de l'expression de ses lieutenants en quelque sorte. L'idée probable, comme vous le disiez, c'est un coup de communication, là encore, c'est de montrer qu'il n'y a pas justement de dissension au sein de l'administration américaine sur la conduite des affaires. Vous savez très bien, nous avons observé ça ces derniers temps, qu'un certain nombre de soutiens de Donald Trump, qui paraissaient être les plus indéfectibles, ont quitté en quelque sorte le navire. Pas forcément uniquement à cause de la guerre en Iran, mais entre autres, considérant qu'il n'y avait pas d'objectif, ou alors que ceux qui étaient des objectifs louables et souhaitables n'étaient plus dans le viseur, et que donc il y avait d'une certaine manière une tromperie à l'égard des Américains. C'est pour ça aussi que souvent le secrétaire à la Défense est mis en avant, parce qu'il a ce côté à la fois naïf et confiant, qui consiste à vendre aux Américains l'idée que la puissance américaine en elle-même, la puissance de feu, la puissance militaire, est une sorte de justification ou d'auto-justification absolue. Et quand en plus vous pouvez dire « nous travaillons pour le monde », vous avez certains magas, des militants, qui vont dire « oui, travailler pour le monde, ça ne nous intéresse pas ». Mais montrer que les États-Unis sont toujours puissants et sont capables de mettre le paquet pour envoyer plein la figure les ennemis, alors là, ça intéresse toujours. Et c'est le rôle de Pete Hegseth. Et probablement que ce soir, vous aurez fait, avec Marco Rubio, Donald Trump, c'est un peu plus incertain, mais avec Marco Rubio, vous aurez la manière dont la diplomatie, on vous expliquera la manière dont la diplomatie continue malgré la pression, et que c'est grâce à la pression militaire que la diplomatie peut exister. Voilà, effectivement, on va retenir cette démonstration de force et cette mise en garde aux Iraniens en cette période donc de bras de fer. L'armée américaine prête à reprendre des opérations majeures de combat si l'ordre était donné. Les mots du chef d'état-major américain à l'issue de cette conférence de presse donc, que vous venez de vivre à nos côtés en direct. Merci beaucoup, Gauthier, qui va rester mobilisé cet après-midi, puisque d'autres membres de l'administration donc, prendront la parole tout à l'heure. Restez avec nous, puisque Paris Direct se poursuit.